On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi certaines personnes semblent surmonter les pires épreuves et même en sortir plus fortes, alors que d'autres s'effondrent à la moindre difficulté? Eh bien, c'est tout le mystère de la résilience. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce concept fascinant. On va s'appuyer sur la thérapie cognitivo-comportementale et sur le livre de Michael Neon pour comprendre et surtout pour apprendre à cultiver cette force qui est en chacun de nous. Allez, c'est parti! Pour bien saisir de quoi on parle, rien de tel qu'un exemple, une petite histoire très concrète tirée du livre. Alors, imaginez la scène. Deux hommes, ils travaillent dans la même boîte, au même poste, ils adorent leur boulot. Et un jour, c'est la tuile. Licenciement pour les deux. Le premier, bon, il accuse le coup, il est amer, c'est normal, mais il se remet en selle et finit par trouver un autre job. Le second, lui, vit la même situation, mais il reste coincé dans son amertume. Il s'isole, il baisse les bras, il ne cherche même plus. Et c'est là toute la question. On a exactement le même événement de départ, la même épreuve. Mais à l'arrivée, deux trajectoires radicalement opposées. Alors comment on explique un tel fossé? La réponse, vous allez voir, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Avant de définir ce qu'est la résilience, il est super important de clarifier ce qu'elle n'est pas, parce qu'il y a pas mal d'idées reçues qui circulent et qui, en réalité, nous empêchent d'avancer. Le premier, c'est le plus connu, on l'entend partout. Pour être résilient, il faudrait rebondir. L'image de la balle qui reprend sa forme instantanément. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne image? Michael Nehan, l'auteur, qualifie ça de vision de bande dessinée. Et il a raison. Cette idée qu'on peut revenir à la normale d'un coup de baguette magique, sans douleur et sans effort, c'est totalement irréaliste. Pire, ça peut nous faire culpabiliser si on n'y arrive pas. La vraie résilience, c'est souvent un chemin long, difficile, et c'est tout à fait OK. Deuxième mythe tenace, la personne résiliente serait une sorte de roc, une forteresse que rien ne peut ébranler. Intouchable. Mais là encore, on est en plein dans le cliché. Cette phrase, elle vient d'un manager, un type perçu comme très solide, qui a eu un accident de voiture. Il a été choqué de voir qu'il avait besoin d'une semaine entière pour s'en remettre. Et sa prise de conscience est essentielle. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais être touché, c'est d'accepter sa propre vulnérabilité. Être résilient, c'est pas ne jamais tomber, c'est savoir qu'on a le droit d'avoir mal et de prendre son temps pour se relever. D'accord, donc la résilience, ce n'est ni être une balle en caoutchouc, ni être Superman. Mais alors c'est quoi? Eh bien, on arrive maintenant au cœur du réacteur, au véritable secret de notre force intérieure. Cette phrase a presque 2000 ans, et pourtant elle est d'une modernité folle. C'est un philosophe stoïcien, Épictète, qui a dit ça. En gros, ce qui nous affecte, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le jugement qu'on porte sur ces événements. C'est la clé de tout. Autrement dit, ce n'est pas tant l'épreuve qui compte que l'attitude que l'on décide d'adopter face à elle. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Pour décortiquer ce processus, la thérapie cognitivo-comportementale propose un outil très simple, mais hyper puissant, le modèle ABC. A, c'est pour adversité, l'événement déclencheur. Par exemple, perdre son emploi. Et C, c'est pour conséquences, nos émotions, nos actions. La tristesse, le fait de s'isoler. C'est la grande question. On a souvent l'impression que A cause directement C, que le licenciement cause automatiquement le désespoir. Mais si c'était plus subtil que ça, s'il manquait une pièce essentielle du puzzle entre les deux. Et cette pièce manquante, c'est le B. B comme belief en anglais, ce qui veut dire croyance. Ce sont nos pensées, nos interprétations, nos attitudes face à l'événement en A qui vont vraiment déterminer les conséquences en C. C'est le filtre à travers lequel on voit la situation. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ce filtre, on a le pouvoir de le changer. Maintenant qu'on a ce modèle ABC en tête, regardons ce qui peut le gripper. Le livre met en lumière des pensées toxiques, des schémas de pensée qu'on pourrait appeler des bloqueurs de résilience. Ce sont eux qui nous gardent coincés. Le premier de ces bloqueurs, c'est une petite phrase qu'on se répète souvent. C'est insupportable. Je ne peux pas le supporter. En psychologie, on appelle ça une faible tolérance à la frustration. Le problème avec cette pensée, c'est qu'elle nous pousse à fuir tout ce qui est difficile ou inconfortable. On refuse de supporter une douleur présente, même si c'est pour un bénéfice futur. Le résultat, on évite les défis, les problèmes s'accumulent et la vie perd de sa saveur. On sacrifie le bonheur à long terme pour un confort immédiat. Le deuxième bloqueur est encore plus personnel et sans doute plus destructeur. Là, on ne juge plus la situation, on se juge soi-même, et de manière totale et définitive. En fait, cette croyance est une erreur de logique. C'est ce qu'on appelle l'erreur de la partie pour le tout. On prend un seul élément, un projet qui a échoué, une rupture amoureuse, et on en fait une définition de notre personne entière.
C'est comme regarder une seule brique abîmée sur une maison et en déduire que toute la maison est à démolir. C'est une pensée qui nous aveugle à tout le reste, à toutes nos réussites et qui nous paralyse. D'accord, on a identifié les ennemis. Comment on les combat? En apprenant à réécrire notre dialogue intérieur, à changer consciemment de perspective. Et pour trouver l'inspiration, l'histoire humaine nous offre des exemples absolument bouleversants tirés des pires situations imaginables. Viktor Frankl est un psychiatre qui a survécu au camp de concentration. Là-bas, il a observé quelque chose de fondamental. Ceux qui tenaient le coup n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui arrivaient à trouver un sens à leur souffrance. Sa conclusion est devenue un pilier de la psychologie. Même quand on nous a tout pris, il nous reste une liberté fondamentale, celle de choisir notre attitude. Et les exemples sont partout. D'Hélène Keller, qui est devenue une autrice et militante mondialement connue, alors qu'elle était sourde et aveugle, à James Stockdale, un prisonnier de guerre qui a tenu bon pendant plus de 7 ans, tous ces destins prouvent la même chose. Face à l'horreur, l'attitude est notre arme ultime. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante et la plus optimiste. La résilience, ce n'est pas un don du ciel, une qualité magique réservée à quelques élus. Non, c'est une compétence, un muscle mental. Et comme n'importe quel muscle, ça se travaille, ça s'entraîne jour après jour. Au final, tout se résume à cette idée. On ne choisit pas toujours les cartes que la vie nous distribue. On ne contrôle pas les événements. Mais ce qu'on contrôle toujours, à 100%, c'est la manière dont on décide d'y réagir, le sens qu'on choisit de leur donner. Ce choix, c'est notre liberté la plus précieuse. Alors, la prochaine fois qu'une épreuve se présente, la seule question qui va vraiment la peine d'être posée, c'est « Quelle attitude vais-je choisir ?»